Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Insécurité au Mali, quelle analyse de la situation à Farabougou? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Dr Ali Tunkara, auteur de plusieurs livres sur l'insécurité au Mali, directeur du CESSS, et Mohamed Mamata Touré, membre de l'association Anko Mali. Et au cours du débat, nous recevrons également Mahamadou Djouara, spécialiste des questions sécuritaires, directeur du cabinet Gaïa. Je suis Mohamedou Touré. Chers auditeurs, téléspectateurs, invités, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Le village de Farabougou est encerclé depuis environ un mois par des djihadistes. Des soldats maliens sont entrés dans la localité depuis quelques jours. Toutefois, ils seraient cantonnés comme les populations déclarent des sources. Un soldat malien a été tué dimanche dernier dans le village suite à une attaque. Qu'est-ce qui se passe donc à Farabougou? Quelle analyse de la situation sécuritaire du pays? Pourquoi le village de Farabougou? Où en sommes-nous avec les négociations? Le Grand Dialogue s'attelle à ces questions. Docteur Ali Tunkara, quand vous faites l'analyse de la situation sécuritaire du pays aujourd'hui, quel est votre constat? Alors, merci de la question. Je pense que de 2012 à aujourd'hui, naturellement, au début, l'insécurité était plutôt perceptible dans les régions dites nord du Mali, notamment Gao, Tombouctou, Kidal, une bonne partie également de Mopti. Mais de 2015 à aujourd'hui, nous assistons à un déplacement de centre de gravité du nord au centre, même au sud, à certains égards. Mais rappelons quand même que d'autres localités telles que Dialoubé, même de localités également dans la partie Liptako-Gourma orientale ont connu aussi cet état de fait. Des villages entiers avaient été occupés par des groupes radicaux violents pendant de longues périodes, mais malheureusement lesquelles occupations n'ont pas fait autant d'écho pour des raisons aussi liées à la nature du pouvoir en place. Donc cette occupation de Farabougou, vous l'avez bien rappelé, elle interroge à plus d'un titre la capacité qu'a l'armée malienne à apporter des solutions aux différentes souffrances nées de l'insécurité. Mais dans le même temps, rappelons quand même que Farabougou, au-delà qu'il soit ce village sous occupation de groupes radicaux violents, c'est quand même une localité à partir de laquelle on peut facilement accéder à Mauritanie. Il y a quand même une forêt de plus de 100 km non occupée. Laquelle forêt, elle a toujours été le bastion des groupes radicaux violents dont les éléments de force de défense et de sécurité n'ont pas forcément de moyens de mobilité leur permettant d'accéder à cette forêt. Dans le même temps, à partir de Farabougou également, on a accès à la région de Mopti. Donc de Mopti, les régions du Nord sont également accessibles. Et de Farabougou, on est également au Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire que du point de vue géopolitique et géostratégique, c'est une localité qui est extrêmement importante pour les groupes radicaux violents parce qu'une fois que cette localité est sous contrôle, elle permet à ces groupes radicaux violents de se mouvoir une fois que des forfaits sont perpétrés au nord, soit au centre, même au Burkina, aller se réfugier dans cette forêt de Ouagadougou. Donc la localité, au-delà du symbole qu'elle soit sous occupation des groupes radicaux violents, elle est un gage si vous voulez, de succès pour l'action violente. Cette localité, elle est même source pour ces groupes radicaux violents de s'échapper à toute forme de contrôle, notamment militaire. Mohamed Mamata Touré, quel est votre point de vue sur l'évolution de la situation sécuritaire? Bon, tout d'abord, je vous salue. Et mon point de vue sur la situation sécuritaire dans ce pays, comme le docteur vient de le dire, donc en un mot, lui, il a tout résumé. Et je vois que ça s'empire du jour au jour. Nous croyons que nos forces de sécurité peuvent amener un grand changement, mais nous trouvons que c'est tout à fait le contraire. Le contraire comment? C'est un déficit de communication ou bien c'est un manque de volonté de la part de ces autorités militaires. Parce qu'au début, avant la chute du régime défunt, après la chute du régime défunt, qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avons constaté sur les réseaux sociaux, sur certaines radios, nous voyons qu'ils font une publicité pour dire que l'armée malienne a pu faire des vols et ils ont frappé des djihadistes. Nous avons récupéré des centaines, des dizaines de motos. Donc maintenant, après la mise en place de ce gouvernement de transition
transition, nous voyons autre chose que ce qui nous avait été montré sur les réseaux sociaux et ce qui avait été dit sur les médias aussi. Donc maintenant, nous nous posons cette question. Est-ce que ce qui avait été dit en ce moment et ce que nous vivons aujourd'hui, c'était la réalité d'hier et aujourd'hui, c'est un mensonge qui est là ou bien un montage qui avait été fait? Parce que Farabougou, le cas de Farabougou, c'est un cas, je peux dire, un cas spécial et puis un cas très complexe aussi. On ne peut pas comprendre dans un pays où il y a des militaires qui sont là, qui sont chargés de la sécurité, surtout une force spéciale qui disait qui était là au temps du même régime défunt d'Ibeka, qui viennent à Farabougou et l'y porter et qui ne parviennent pas à faire grand-chose. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Et nous disons, cette force spéciale, est-ce que réellement c'est cette force spéciale dont on nous faisait la publicité? On se pose un certain nombre de questions. On est tellement confus. La population de Farabougou, enfermée, cantonnée, on voit une force spéciale enfermée et cantonnée aussi. On ne peut pas sortir à 100 mètres, 200 mètres du village de Farabougou. Ça, vraiment, ça nous dépasse et il faut que les autorités militaires et politiques qui sont à la tête de cet État aujourd'hui soient pour nous dire quelque chose concernant la gravité de cette situation. Donc vous confirmez les informations selon lesquelles les forces de sécurité qui sont présentes à Farabougou sont cantonnées? Mais ils sont cantonnés parce qu'ils ne parviennent pas à bouger comme il faut. Ils ne parviennent pas à libérer même Farabougou parce que la population de Farabougou ne parvient même pas à aller au champ, à plus forte raison que d'aller dans les villages environnants. Et les villageois, les autres villageois aussi ne parviennent pas à venir à rentrer à Farabougou. Donc moi je vais dire que c'est une armée qui est cantonnée à Farabougou comme Kidal. Est-ce le cas, docteur? Alors, il y a deux, c'est vrai que je comprends bien M. Touré. Effectivement, il y a deux situations très délicates auxquelles l'armée malienne fait l'objet. La première, faut-il s'attaquer aux groupes radicaux violents, quitte à s'inscrire dans un cycle infernal de violence, parce que, rappelons quand même que Kouroua, même Daoudé et d'autres localités jusqu'à Chouala sont quand même des localités aujourd'hui qui sont effectivement sous contrôle des groupes radicaux violents. Mais cette première hypothèse, elle est importante. Est-ce que faut-il neutraliser ces groupes radicaux violents, mais tout en sachant qu'il y a quand même des accointances avec des villages voisins à certains égards, lesquelles accointances permettront à ces groupes radicaux violents de se perdurer dans ces localités. Ou deuxième hypothèse, qui me paraît la plus plausible, choisie par les éléments de force de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui présents dans ces différentes localités, c'est de continuer effectivement à tirer la ficelle des négociations. C'est vrai que je reconnais que les négociations aujourd'hui font l'objet à des blocages parce que les groupes radicaux violents ont demandé aux milices, ceux qui qualifient des milices, qui sont notamment les différentes associations de chasseurs, le DOZO. On va revenir aux négociations, mais pensez-vous que ces forces de sécurité sont cantonnées, comme le pensent certains, et confirmées par M. Touré? Alors, cantonnées ou pas, mais en tout cas, ce qui est évident, il y a une réduction nette de possibilités de se mouvoir, parce que, rappelons quand même que ce sont des localités où les forces de défense et de sécurité du Mali n'ont pas de moyens logistiques adéquats pour se mouvoir. Ce n'est pas pour rien que les groupes se sont attaqués au principal pont qui permettait à ces différentes localités de se mouvoir d'une localité à une autre. Donc ce pont a été effectivement détruit par ces groupes radicaux violents. Donc les éléments de force et de défense qui sont aujourd'hui présents à Farabougou, effectivement, naturellement, sont dans une posture attentiste parce que, certes, le combat, il n'est pas frontal. C'est vrai qu'avant-hier, la position de ces éléments de force de défense et de sécurité avait été attaquée. Les populations l'ont bien témoigné avant que je revienne sur ce plateau. Laquelle attaque, naturellement, a suscité pas mal d'interrogations chez les populations qui sont aujourd'hui aux abois. Est-ce que si ces forces de défense qui sont censées nous sécuriser, si ces forces elles-mêmes sont attaquées par ces groupes radicaux violents, quelle
va être le sort qui va être réservé à ces populations, notamment civiles. Donc je pense que la posture des forces de défense et de sécurité, elle peut nous paraître choquante, elle peut nous paraître tout à fait ridicule, mais elle me paraît intelligente, parce que n'oublions pas quand même que les différentes tensions dans ces localités sont quand même des tensions qui interrogent ce que j'appellerais la hiérarchie sociale. Ce sont des tensions qui interrogeraient même les configurations anthropologiques. Donc vouloir apporter des réponses militaires à des tensions entre intercommunautaires, naturellement, ce sont des réponses qui peuvent s'inscrire dans les sensationnels. Elles ne peuvent apaiser la situation, mais aucunement elles ne peuvent permettre à ces différents villages aujourd'hui assiégés d'asseoir une paix durable. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que les populations comprennent le pourquoi de cette position attentiste de la part des éléments des forces de défense et de sécurité, parce que les deux options sont sérieusement étudiées par nos forces de défense et de sécurité. On sait pertinemment que s'il y a un combat corps à corps, il n'y a même pas de match entre les forces de sécurité et de défense et ces groupes radicaux violents, mais sauf que lesquels combats violents pourraient aggraver davantage la situation de sécurité qui est déjà délétère. Donc je pense que l'option d'engager le dialogue, même si cette option paraît un peu incertaine, elle me paraît également, du point de vue analytique, la meilleure des formules. Imaginons qu'aujourd'hui, les éléments de force de défense et de sécurité déclenchent un conflit violent à l'encontre de ces groupes radicaux violents. Naturellement, les premières victimes seront les populations. Est-ce que l'État malien est aujourd'hui capable non seulement d'attaquer ces groupes radicaux violents, mais dans le même temps d'étendre son contrôle militaire sur toute l'étendue de la forêt et surtout dans la durée? Je ne parle pas de 2 mois, 2 mois. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, on a tous les moyens militaires, logistiques et politiques d'étendre notre influence sur une forêt qui s'étend sur plus de 100 km jusqu'aux frontières mauritaniennes. Donc je pense que ce sont ces interrogations malheureusement qui font qu'aujourd'hui les populations sont tout à fait confuses, les populations sont même impatientes face aux différentes réponses qui sont apportées jusqu'ici. On a vu sur les réseaux sociaux l'arrivée des forces spéciales à Farabougou qui a été saluée, même des photos du vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui ont été publiées. Alors, cette arrivée des forces de sécurité à Farabougou, est-ce que ça a amélioré les choses ou est-ce que ça les a empirées dans la localité de Farabougou, M. Touré, selon vous? Bon, la présence de ces forces spéciales, ça a empiré au contraire. Parce qu'en un premier temps, ils avaient amené 30 hommes. Donc c'est après les 30 hommes que Assimi Goïta est parti faire son tour là-bas. Donc maintenant, quand Assimi est venu, bon, moi je vais qualifier de ça de cérémonie de prise de photos et puis d'aller faire des exhibitions là-bas en se montrant comme un Rambo ou bien je ne sais pas un Tic Nourrice. Donc nous, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin d'un vice-président qui est chargé de la défense qui peut venir avec une solution. Donc cette solution laquelle il peut amener, cette solution n'est autre que ce n'est pas par voie des armes qu'il peut finir ce problème-là, mais c'est par voie du dialogue. Donc, ce dialogue doit être mis en premier point. Donc, dialoguer avec qui? Donc, il faut savoir identifier les gens qui sont en forêt. C'est des djihadistes, c'est des terroristes ou bien c'est des bandits armés qui sont là. Si je dis bandits, dans les différentes communications et puis dans les différentes choses que nous recevons, ils nous disent même qu'il y a des natifs de Farabougou et des villages environnants qui sont parmi ces gens-là. Donc si c'est un banditisme, un règlement de compte ou d'autres choses, il faut qu'on choisisse qui on peut prendre pour aller discuter avec ces bandits. Si c'est les djihadistes de Amadou Koufa, il y a des gens qui sont là, habilités à faire ça, aller discuter avec Amadou Koufa ou bien ces gens-là pour qu'ils puissent libérer le village. Et si c'est des terroristes de quel clan? Je crois qu'on avait besoin de ça, on n'avait pas besoin de la présence d'Assimi Goïta partir pour quelques minutes ou bien quelques heures et puis laisser la population enfermée encore, amener un deuxième convoi encore de militaires et jusqu'à présent, et le dialogue et l'attaque militaire, aucun des deux ne parvient à se réaliser. Donc maintenant, on nous parle de dialogue, il y a des discussions qui sont en vue. Qui est en train de discuter avec qui? Pourquoi aussi? Donc maintenant, moi je trouve que dans ce pays, aujourd'hui, nous parlons trop. Et aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'actes, de faire les actions.
au niveau de la présidence de la République, nous avons un haut représentant du chef de l'État au centre. Je crois que s'il y a des crises pareilles, le haut représentant du centre doit s'auto-saisir maintenant pour faire quelque chose. Au niveau de la primature, nous avons une cellule de crise qui est chargée du centre aussi. Donc c'est une crise qui est à Farabougou et environnant. Et cette cellule de crise, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour parler de Farabougou? En dehors de tout cela, il y a un ministère de la Réconciliation avec tous ces démembrements qui est là aussi. Qu'est-ce que le ministre de la Réconciliation est en train de faire aussi? Donc on se pose tant de questions. Et le grand problème, c'est quoi? Un ministre de la Réconciliation nationale qui est militaire, et toutes les couches, toutes les communautés qui sont là, ils n'ont que comme premier ennemi les militaires. Si vous prenez le Peul, un berger qui a son bâton, qui suit ses animaux, si on lui demande quel est ton problème, il dit que c'est le militaire. Eux, le militaire ne peut pas les voir. Les chasseurs ne peuvent pas les voir. Et les djihadistes ou terroristes aussi qui sont dans la forêt, s'ils voient le petit Peul derrière son bétail, ils l'abattent. Donc le Peul qui est en ville, c'est ça son problème. Et il y a des chasseurs aussi qui se plaignent, qui disent que l'armée vient pour les désarmer. Maintenant, si les militaires aussi désarment ces chasseurs vont rester à eux-mêmes. Et la nuit, il y a des bandits ou des djihadistes ou des soi-disant terroristes qui viennent tomber sur eux, les tuer, piller le village et puis amener tout ce qu'ils ont. Donc moi, je trouve qu'à la tête de ce département, s'il y a un militaire qui est là, ce n'est pas la solution pour moi. Mais il peut y avoir une solution de côté. Cette solution de côté, c'est quoi? C'est de chercher à avoir les personnes qui sont habilitées, qui sont compétentes, qui ont la compétence et la capacité, la volonté encore de pouvoir faire ces trajets-là, aller voir les djihadistes, les terroristes, les petits bandits-là. Parce qu'il y a tellement trop de couches ici et on va voir au sein de même ce département des associations qui vont pointer les nez disant que nous sommes les ressortissants, nous sommes les seuls à pouvoir gérer la situation dans notre village natif et vous allez trouver que ce n'est pas des gens qui sont une solution. Pour la petite histoire, un moment nous avons voulu aller à Massina. Donc, on était au nombre d'une trentaine de personnes. Vous voulez parler du mouvement Ankomali? Du mouvement Faso Dambéton. L'association Faso Dambéton, qui était chargée d'organiser des tables de discussion, de dialogue entre les chasseurs et puis les djihadistes, on dit. Donc maintenant, ou bien on dit nos frères qui se sont égarés. Donc maintenant, nous, on avait été en ce moment, c'était Lassine Boiré, le ministre de la Réconciliation. On a été chez Lassine. On a appelé les ressortissants, c'est lui-même qui nous a proposé, il y a des ressortissants de Massina, de Djéné et puis d'autres localités qui sont là. Donc on les a appelés, on a tenu une réunion, on était au nombre de 30. Il y avait les membres de Faso Dambéton, on a pris les éleveurs, le président des éleveurs aussi, Peul qui est à Niamana, et puis des associations Peul qui sont là, les ressortissants de Massina et autres. On s'était donné rendez-vous devant le stade du 26 mars, donc à 8h. Donc à 8h, nous avons commencé à appeler les gens. Et ceux qui disent que c'est chez eux à Massina, là où nous devrons aller éteindre le feu, c'est vos cases qui sont brûlées. Nous partons pour éteindre le feu et avec vous, votre aide et votre appui. Jusqu'à 10h, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un président de l'association des ressortissants, il nous dit le père Diem, c'est combien? Moi, j'ai dit, mais Père Diem, c'est quoi là? Moi, je ne savais même pas ce que ça veut dire le mot Père Diem. C'est ce jour que moi, j'ai su que si vous partez en mission, vous gagnez de Père Diem. Donc, il nous dit, il y a une ONG de la place qui est là, qui donne 65 000 francs par jour pour que nous puissions aller. Donc, s'il n'y a pas de Père Diem là, nous, on ne donne rien. Nous disons que le petit montant que nous avons pu collecter là, on peut donner 50 000 francs à tout un chacun parce qu'on va pour 2-3 jours, on revient. Ils disent que non, ils ne se déplacent pas pour 50 000. Parmi les 30, on a été 7 seulement dans un mini-car de 35 places à faire le déplacement, à aller à Nyono, à Massina, à Djéné et faire tout ce tour, revenir à Bamako. C'était vraiment dommage de la part de ces présidents ou ressortissants de ces associations, de ces localités. C'est pourquoi souvent, nous, on dit que les racines du mal de ce pays, c'est à Bamako. Donc, si les gens là qui sont là-bas, ils peuvent faire les négociations localement, qu'ils le fassent. Sinon, si nous nous déplaçons pour aller dans ces zones, soit il y a une communauté Peul qui nous appelle pour nous dire venez parler avec nos frères Bozo, nos frères Bambara, parce qu'il y a un malentendu. Ou bien les chasseurs nous appellent, il y a des malentendus entre nos frères Peul ou bien d'autres ethnies. Nous partons, nous discutons avec eux. Et en fonction de ça,
Et nous, le fonds que nous avions, ce sont les chasseurs qui sont là-bas qui disent qu'il faut faire des cartes de membres de l'association Faso Dambéton. On va y revenir avec plus de détails. Docteur Ali Tunkara, plusieurs acteurs, plusieurs structures qui sont mises en place, leur utilité qui est remise en cause par M. Touré. Êtes-vous d'accord avec lui? Non, c'est important. C'est vrai que c'est ce qui rend un des aspects qui expliquerait le pourquoi de la complexité et surtout de la volatilité de cette situation sécuritaire tant dans les régions dites nord ainsi que celle du centre du pays. C'est vrai qu'on minimise ou parfois même on gomme l'important rôle que jouent ces ressortissants basés dans le centre urbain, dans l'animation même de l'insécurité dans ces différentes localités aujourd'hui, en proie aux attaques terroristes. N'oublions pas quand même qu'une des difficultés que prouveraient ces ressortissants, c'est la question de légitimité. Ouais, vous savez, dans nos textes officiels, nous allons certainement nous intéresser à des associations qui ont une reconnaissance légale de la part du ministère de l'Administration, mais aux yeux des communautés, la légitimité, elle n'a rien de matériel. La légitimité est une conquête. On ne naît pas avec, on l'acquiert. Mais malheureusement, très souvent, ceux qui sont dans les centres urbains, c'est différents ressortissants. Il y en a qui jouent un rôle extrêmement important, mais majoritairement, ce sont des ressortissants, non seulement qui ne rendent pas la tâche à l'État facile, mais dans le même temps, ce sont des acteurs qui ont fini par succomber au charme de l'argent. Mais en tout cela, ça interroge aussi à combien on ne peut pas s'attaquer à un problème aussi complexe, à un problème aussi dynamique avec les seules armes. Les armes sont indispensables pour mettre un terme à la violence née du terrorisme, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Donc, comment aujourd'hui cette transition qui est quand même incarnée par des officiers militaires, lesquels officiers ont été, avant qu'ils ne soient politiques, au cœur de l'insécurité, tant dans les régions du centre ainsi que celle du nord. Donc je pense que c'est vraiment une aubaine pour les communautés maliennes que ces militaires aujourd'hui politiques arrivent à soulager toutes ces souffrances. Mais il est important quand même... est-ce qu'ils arrivent à le faire? Est-ce qu'ils arrivent à soulager cette souffrance? Je crois que l'heure n'est pas au bilan, mais je pense que la présence symbolique du vice-président, M. Goïta, me paraît quand même quelque chose d'intéressant à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que lorsque des communautés sont aussi angoissés, ont aussi peur des attaques de groupes terroristes et qu'une deuxième personnalité du pays, de surcroît un officier militaire, se rende sur place avec une délégation. Cela est un gage de soulagement. Ça, c'est extrêmement important. Mais Touré pense que ça a empiré la situation. Je crois qu'on n'a pas la même grille de lecture. C'est vrai que côté groupe radicaux-violence, c'est quand même aussi un message fort pour dire attention, si les négociations n'aboutissent pas avec ce que vous qualifiez de chasseurs ou d'oiseaux, l'État malien a non seulement déployé des éléments appartenant aux forces spéciales, mais dans le même temps, vous avez vu combien la deuxième personnalité du pays s'est même rendue. Donc nous sommes prêts à aller au front. Donc je peux vous dire que son passage n'était pas que lui-même, en tant que deuxième personnalité du pays. Touré pense que c'est plus une publicité que... Non, je pense que à coup sûr, il n'était pas dans une posture d'étiquetage. Je pense que l'idée qui était derrière son passage, c'est de rassurer dans un premier temps les populations qui sont dans cette difficulté, mais dans le même temps, c'est aussi adresser un message fort à ces différents commandements militaires de la région et surtout au groupe radicaux-violents de dire qu'attention, vous voyez que moi qui suis vice-président de la transition, qui suis de surcroît un officier supérieur, et je me suis rendu à Farabougou, donc rien ne m'empêcherait demain, si les négociations venaient à échouer, de m'ajouter aux différents éléments déjà qui sont positionnés afin de vous combattre. Donc, mais je pense que la complexité et la pluralité surtout des acteurs qui expliquerait le pourquoi d'une telle lenteur à laquelle ces éléments qui sont aujourd'hui présents font l'objet aux yeux des communautés. Il ne s'agit pas de minimiser toutes ces souffrances. Bon, je les reconnais, je comprends la rage, je comprends tout à fait toutes ces voix qui se font entendre ça et là, mais je voudrais que les gens comprennent que lorsqu'on agit sous l'émotionnel, lorsqu'on agit sous les sensationnels, très souvent l'action militaire, au lieu d'apaiser, ne fait qu'aggraver. N'oublions pas quand même que des exactions dont certains éléments de force de sécurité sont étiquetés, des violations graves des droits de l'homme, sont des violations très souvent qui sont nées à la suite des actions qui sont conduites
sous l'émotionnel. À titre d'exemple, à la suite d'un attentat terroriste, à la suite d'une mine posée, très souvent, l'action militaire n'est pas sérieusement mûrie, n'est pas sérieusement soutenue des renseignements qui soient plausibles. Donc, je pense que tout ce temps déjà observé permettrait à coup sûr aux forces de défense et de sécurité d'arriver à des réponses durables. Je comprends aisément qu'aujourd'hui... Vous avez parlé de la complexité et de la multiplication des acteurs, mais selon, à entendre M. Touré, cette multiplication des acteurs n'est pas due à un engagement pour résoudre le problème. Chacun chercherait en quelque sorte son gain, son argent, sa part du gâteau. Malheureusement, nous assistons à cette économie criminelle. C'est vrai que la forêt dont il est question à Farabougou, on a quand même des individus, il ne faut pas quand même l'oublier, on l'oublie très souvent. On a des hommes, des exilés politiques qui ont quitté la Mauritanie, le Sénégal, même le Mali, à la suite d'un procès, de se réfugier dans cette forêt. Ils se sont y installés, ça fait des années. Donc il y a toute une famille derrière ces exilés politiques ou autres. Donc ça fait qu'on a une typologie de population dans cette forêt qui échapperait à toute lecture officielle. À cela également, il faut le rappeler, cette économie criminelle dont M. Touré fait allusion, elle est même la source de la recrudescence de l'insécurité. Le fait qu'on a quand même des notabilités qui sont en contact avec des éléments de ce groupe radicaux violents, tant pour le trafic de drogue, tant même pour toutes ces routes de migration clandestine. Donc, ce qui fait que cette économie criminelle, en aucun cas, ne souhaiterait que le conflit arrive à son terme. Donc, quand vous avez autant de connexions du local avec ces acteurs de la violence, il y a de la responsabilité, effectivement, de l'autorité militaire d'intégrer cette pluralité d'acteurs, cette complexité de la situation dans son analyse. Je pense que c'est l'intégration de ces différents éléments évoqués qui expliquerait aujourd'hui, pour beaucoup de Maliens, une armée incapable de faire face. Je reconnais, il y a des insuffisances évidentes. On a une armée aujourd'hui. On va revenir aux insuffisances tout à l'heure. Monsieur Touré, quand vous voyez les forces armées maliennes qui sont présentes dans la localité et toujours Farabougou qui n'est pas libéré, que toutes ces forces internationales également soient présentes au Mali et que Farabougou soit toujours occupé après environ 1 mois, est-ce que vous comprenez cette situation? Barkhane, G5 Sahel notamment. Bon, je ne peux pas comprendre, mais il faut savoir au moins quel genre d'accord il y a entre nous et puis ces forces étrangères. Est-ce que Barkhane est habilité à venir intervenir à Farabougou? Est-ce que l'aménagement, le G5 Sahel? Donc maintenant, le problème c'est quoi? Nous, à ma connaissance, on m'a toujours dit que ces forces sont une force d'interposition. Ils sont venus pour combattre le terrorisme. Et quel genre de terrorisme la force Barkhane est en train de combattre? C'est les terroristes qui sont à Farabougou ou bien ceux qui sont à Kidal. Donc il y a confusion. C'est pourquoi moi je me dis qu'il y a 2 types de terroristes chez nous. Donc le mot terrorisme là, il y a le terrorisme, il y a le terrorisme. Quelle est la différence entre les deux? C'est le français. Le terrorisme d'hier ou le terroriste d'hier dont il nous avait donné la définition à l'école. Et ce que nous sommes en train de vivre présentement, je crois que les définitions ne sont même plus les mêmes. Parce qu'il y a un terrorisme qui est fabriqué, qui est planifié, qui est formé, équipé, et puis entretenu par des puissances invisibles. On peut dire comme ça. Et nous, les terroristes dont moi, je dis moi, les terrorismes dont moi je vois, moi je dis que ce sont nos frères qui se sont égarés, qui sont rentrés en forêt, qui ont pris les armes contre nous, notre armée nationale, contre la population, contre toute l'administration malienne. Ce sont eux, nous, nos terroristes, on dit. Donc, pour moi, c'est des gens qui se sont égarés, c'est des frères qui se sont égarés. Et eux, nous pouvons les récupérer. C'est pourquoi quand le ministre des Affaires étrangères français est venu et que le Premier ministre lui avait dit que c'est le dialogue qui a décidé à ce que nous discutons avec les terroristes et les djihadistes, lui, il n'en veut pas. Nous, nos frères qui sont égarés là, on va discuter avec eux. Mais les terroristes dont eux, ils veulent nous imposer pour qu'on discute avec eux là. Donc je me dis que ça, c'est de la pure fabrication. Et la fabrication, c'est quoi? Peut-être qu'ils disent quelque chose
demandez à l'État malien c'est telle ou telle chose que vous voulez au cours de la négociation. Si eux, ils parviennent à avoir cela, est-ce qu'ils ne vont pas donner ça aux forces invisibles ou aux forces fantômes? Donc, comme d'autres le disent, moi, je ne veux même pas parler de la partition de ce pays, parce que d'autres disent qu'il y a un plan B ou un plan C qui est là. Donc, moi, je crois que l'essentiel, là, c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'on essaie d'identifier qui sont ces gens qui sont à Farabougou et comment on peut discuter avec eux. Je crois que ça, après près d'un mois, on ne sait toujours pas qui sont-ils réellement. Bon, après plus d'un mois, on ne sait pas toujours qui ils sont, parce que qui sont ceux qui sont en train de discuter avec eux d'abord. Il faut qu'on sache qui sont ceux qui sont en train de discuter, quelle moralité ils ont, quel contact ils ont avec ces gens-là. C'est ce qui est très important avant de savoir d'abord qui ils sont. Mahamadou Diouara, pourquoi aujourd'hui Farabougou est toujours occupé? Pourquoi Farabougou n'est toujours pas libéré après plusieurs semaines? Merci beaucoup. D'abord, il faut commencer par dire que Farabougou n'est pas occupé. Farabougou est libéré. Ah bon? Peut-être il y a encore aujourd'hui des difficultés pour les populations de Farabougou à se mouvoir, à accéder à d'autres localités, parce que la zone est enclavée. Le pont d'accès a été détruit, mais au-delà de ça, Farabougou est une presqu'île. La zone est extrêmement marécageuse et c'est une forêt qui était longtemps occupée par des groupes terroristes. Si vous vous rappelez bien, au moment où le PCIRC est rentré dans sa vitesse de croisière et où on avait eu l'opération conjointe, l'intervention conjointe de l'opération Dambé et des unités du PCIRC, les groupes terroristes qui ont été boutés pratiquement des 24 sous-préfectures de la zone se sont repliés justement dans la forêt de Ouagadougou, qui est juste à quelques encablures de la zone de Farabougou. Donc c'est une zone qui est investie par les groupes terroristes depuis très longtemps et qui est devenue comme une sorte de base arrière. Donc il est très possible aujourd'hui que des acteurs de cette zone-là se faufilent continuellement dans la zone de Farabougou. Ça, c'est une réalité. Premier élément. Second élément, c'est que les négociations qui sont en cours, elles sont en cours avec des communautés locales. Parce que le conflit, il est bon de le préciser, c'est un conflit d'abord entre des communautés au niveau local. Maintenant, il y a une communauté qui semble avoir plus de proximité avec des groupes extrémistes qu'une autre. Et donc, cette communauté-là, comme partout au Mali, je passe sous le contrôle du Dr Ali Tounkara qui est aussi très au parfum de ces questions, comme partout au Mali où la menace terroriste est vraiment effective, nous avons une particularité dans le cas spécifique de notre pays où les groupes dits terroristes sont leadés, sont dirigés par des acteurs du terroir, des acteurs endogènes. Donc, ces acteurs endogènes ont toujours travaillé sur la fibre ethnique ou communautaire. Et ceci leur facilite l'enrôlement des acteurs locaux. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité justement de faire ce que vous êtes en train de combattre, c'est-à-dire d'enrôler une bonne partie des Maliens dans ce camp du terrorisme. Donc, il s'agit là d'un cas similaire où justement au sein de la communauté locale, une bonne partie est enrôlée dans ce groupe. D'ailleurs, pour information, quand ils sont partis dans les villages pour intervenir, les populations du village, parmi les autorités elles-mêmes, ont des enfants qui sont dans le camp adverse. C'est extrêmement important à comprendre. Donc, quand vous venez voir quelqu'un qui est dans sa localité, qui se sent menacé, et que vous lui dites, bon, je vais aller détruire ton ennemi, et qu'ils vous disent, bon, parmi mes ennemis, il y a quand même 2 de mes enfants, la situation devient totalement différente. Donc c'est pour cela que dans l'intervention qui a été faite pour Farabougou, il y a eu plusieurs dimensions. Il y a eu la dimension militaire, dans un premier temps, pour permettre que l'armée ait accès à la zone et qu'on puisse rentrer en contact avec les populations. Il y a eu la dimension humanitaire, à travers le largage des vivres, qui a continué bien après même le passage du colonel Assimi Goïta sur le terrain. Et ensuite, il y a eu également l'opération de négociation. D'accord. Vous dites que Farabougou est libre, mais les populations ne peuvent pas se mouvoir. Y a-t-il pas une contradiction? Non, je dis bien, Farabougou est libre. Aujourd'hui, Farabougou n'est pas occupé par des forces étrangères. Qui empêche donc les populations Et Farabougou n'est pas de se déplacer? occupé par des groupes terroristes. La ville de Farabougou, le village de Farabougou n'est pas occupé par des groupes terroristes. Ça, c'est connu. Oui, mais qui empêche les populations? C'est ce que de se j'explique. mouvoir? La zone de Farabougou elle-même est une zone isolée, naturellement. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que, pas le village, mais la zone
pour y avoir accès, il n'y a qu'un seul pont. Et ce pont a été dynamité, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un second élément. Le troisième élément, c'est que les communautés entre elles sont en conflit. Est-ce que vous comprenez? Les communautés locales qui sont là-bas sont en conflit. D'ailleurs, si Farabougou n'a pas été comme Ogosagou, c'est parce que le village de Kolongo s'est posé entre les deux. Parce que c'est les gens de Kolongo qui ont donné la terre à Farabougou. Et quand les acteurs ont voulu attaquer Farabougou, mais vraiment en full guerre, Kolongo s'est opposé. Ils leur ont demandé de se départir, mais les gens du village ont dit non, c'est nous qui avons donné la terre à ceci. Si vous les attaquez, vous nous attaquez. Voilà pourquoi l'attaque qui était destinée d'abord à être un carnage s'est transformée en un siège. Est-ce que vous comprenez? Donc, encore une fois, peut-être une dimension importante qu'il faut intégrer dans cette question, c'est que dans les deux camps, ce sont des Maliens. Et des Maliens dans leur localité, entre lesquels il y a des conflits latents pendant longtemps qui ont fini par prendre des proportions démesurées. La responsabilité de l'État n'est pas de venir simplement facilement choisir entre les Maliens qui doit mourir, qui doit vivre. C'est de trouver le moyen d'abord d'apaiser la tension, ce faisant, prendre les mesures pour minimiser les risques de perte en vies humaines et accompagner la localité en termes d'appui pour avoir, n'est-ce pas, les moyens de subsistance. Voilà pourquoi cette solution tridimensionnelle a été mise en œuvre et jusqu'à présent, je pense qu'elle est en train de marcher. On espère que l'apaisement va effectivement venir. Docteur Ali Tunkara, êtes-vous d'accord avec Mahamadou Diouara? Je pense que c'est clairement inscrit dans les mêmes thèses que j'ai développées avant qu'ils viennent. Mais c'est vrai que la particularité, rappelons quand même qu'il a mis l'accent sur un aspect qui est important, cette connexion entre les acteurs. C'est vraiment qui rend l'action militaire super compliquée. J'avais dit, les gens vont naturellement se plaindre de la lenteur, mais laquelle lenteur me paraît tout à fait très justifiée. Mais ces gens sont-ils libres? Non, je pense qu'au regard de mes échanges avec les communautés qui sont aujourd'hui à Farabougou, Faraboukoura, à Kaoudé, où on a même enlevé une vingtaine de personnes avant-hier qui ont été remises, ces personnes également. Un soldat également a été tué. Oui, clairement, parce qu'on a attaqué la position de nos forces de défense et de sécurité hier entre 9h et 10h. Mais ce qui est important dans cette dynamique conflictuelle, c'est la question. Est-ce que les habitants de la localité sont libres pour vous? Ils ne le sont pas parce que ce sont des habitants qui ne peuvent pas se rendre dans les champs. Quand vous allez à Faraboukoura, ils vous le diront, à Kaoudé, ils tiendront les mêmes discours. Beaucoup aujourd'hui sont même allés à Chouala parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Mais c'est que là où Diouara veut mettre en évidence, à Faraboukou, village lui-même, effectivement, la liberté est mise. Mais sauf que ce sont quand même on a des hameaux dans les villages environnants, lesquels hameaux, effectivement, sont investis par ces groupes radicaux violents. Il est revenu sur l'importance de l'étendue de la forêt, où on a quand même un nombre important de ces groupes radicaux violents qui s'y trouvent, lesquels groupes, malheureusement, datent d'ailleurs du président Alpha Mor Konaré, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais dit à l'entame de mon propos, ce sont parfois des politiciens sénégalais, gambiens, maliens, qui se sont retrouvés dans la forêt, qui, au bout du tunnel, vont avoir une connexion avec des trafiquants de drogue, des armes, même des migrants clandestins. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, vouloir apporter des réponses militaires à des questions aussi complexes, à des questions aussi humaines, malheureusement, même si les gens ne veulent pas entendre, aujourd'hui la réponse militaire elle seule, malheureusement, elle est insuffisante. Donc, je pense que la lenteur qui est perçue par les communautés, notamment celles qui vivent à Farabougou, c'est une lenteur qui est, à mon avis, non seulement juste, mais elle est vraiment légitime. J'avais dit, parce que l'armée n'a que deux options. Un combat ouvert. Naturellement, il n'y a pas de combat aujourd'hui entre nos éléments qui sont sur place et ces groupes radicaux violents. Mais lesquels combats ouverts, malheureusement, vont vous nous pensez inscrire... même qu'il n'y a pas match s'il faudrait un combat corps à corps? Ils ne feront même pas ces groupes radicaux. Mais sauf que ces combats corps à corps... Quand vous dites qu'il n'y a pas match, qui va perdre, qui va gagner? Mais justement, parce que les forces de défense et de sécurité sont en mesure de vaincre l'ennemi. Mais sauf que l'ennemi, il est fondu parmi les communautés. Il est là. Donc, il va non seulement rendre cette guerre asymétrique beaucoup dans le long terme, on va se retrouver dans le longtemps, mais dans le même temps, ce qu'a appelé Diouara, les vivre ensemble entre les communautés vont être sérieusement hypothéqués. Est-ce que l'armée est aujourd'hui capable d'avoir des moyens logistiques, des moyens humains susceptibles de s'étendre sur plus de 1100 km, j'allais dire, 100 km de forêt?
et pas pour des mois, pour l'éternité. Je pense que donc, ce sont toutes ces réponses qui font qu'aujourd'hui, l'armée a fini par comprendre que seule l'arme du dialogue est redoutable. Laquelle arme du dialogue, elle est déclenchée. C'est vrai que les groupes radicaux violents ont demandé à ces Dozo de déposer les armes au camp 1 vers le Chouala, lesquels Dozo n'ont pas obtempéré à cela parce qu'ils se sont dit que quand ils vont se désarmer, naturellement, ils seront fragilisés face à ces groupes radicaux violents. Donc, cette connexion avec les terroirs, cette connexion entre les bandits, les trafiquants de drogue, en tout cas, ceux qui s'occupent de la migration clandestine, rend davantage, effectivement, cette lutte contre ces groupes radicaux violents, non seulement complexe, mais plutôt, surtout dans le longtemps. Malheureusement, le longtemps, quand on est dans le sensationnel, quand on est dans l'euphorie, malheureusement, de la victoire, on ne peut pas le comprendre. Or, il est nécessaire, malheureusement. L'insécurité s'est empirée dans le pays, c'est ce que vous pensez. Aujourd'hui, que faut-il faire pour stabiliser le Mali? Aujourd'hui, pour stabiliser le Mali, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut dialoguer, c'est tout. Dialoguer avec qui? Et qui peut mener ce dialogue? Dialoguer avec soit les forces que nous qualifions de djihadistes, de terroristes ou de bandits armés qui sont là. Donc, et qui est habilité à le faire? Donc je crois qu'il y a des associations qui sont là qui peuvent le faire. Il y a les autorités aussi peut-être qui sont là, qui peuvent le faire, et avec l'appui de certaines associations. Sinon, il y a des responsables militaires ou politiques ou bien administratifs même qui sont là, qui ne peuvent pas aller là-bas dans les petits villages, allez-y dans les cantons autres, rencontrer les chasseurs, les gens qui ont les armes en forêt ou autres là. Parce que si vous partez là-bas en tant qu'administrateur seulement, je crois qu'ils vont vous capturer là-bas et vous ne revenez pas. Parce que pour eux là, tout leur problème est lié au mauvais partage de la justice. Donc ils n'ont d'autres ennemis que les administrateurs et les militaires. Des négociations seraient en cours concernant le cas de Farabougou. Pensez-vous que ces négociations-là se font sur de bonnes bases? Bon, les négociations, c'est ce que moi j'ai dit. Les négociations qui se passent à Farabougou, il faut savoir qui sont ceux qui sont en train de négocier. Et ils sont en train de négocier avec qui? Donc c'est très important. Parce que tout le monde ne peut pas aller négocier. Il y a des gens que vous envoyez pour aller négocier. Ils s'arrêtent à un lieu. Ils prennent des gens qui, eux aussi, vont être des intermédiaires entre eux et puis les vrais acteurs. Donc il faut aller vers les vrais acteurs comme il le faut. Nous, en notre temps, quand nous faisions les trucs là, on est parti voir les chasseurs dans leur camp. Quand vous faisiez des négociations? Oui, on a été. Je peux même dire qu'il n'y a pas un camp de chasseurs dans la zone de Massina, Djéné et autres là, dont nous n'avons pas dormi une nuit. Et puis même en dehors de ça, nos frères Peuls qui se sont égarés, pas Peuls seulement, il y a des Bambara, il y a toutes les races dedans que nous qualifions de djihadistes là. On a été sur beaucoup dans leur base, dans leur camp. On a dormi avec eux, on a discuté avec eux. On les a demandé aussi de nous accorder une trêve. Bon, on a été chez Koufa, il nous a reçus avec tout son arsenal, on a discuté avec lui et nous lui avons demandé quand il nous a dit « Vous êtes là pourquoi ?» Ça avait trouvé que nous avions envoyé une lettre et puis un vocal. Donc quand il avait reçu ça, ils disent qu'ils peuvent nous recevoir. On a été, il nous a demandé maintenant qu'est-ce que vous êtes venus chercher. Nous disons que nous sommes venus au nom de l'honneur de l'islam et du fait que nous sommes tous maliens, de nous accorder une trêve, sinon une fin au conflit qui vous oppose aux chasseurs de Massina et Djéné. On a été les voir. Ils disent qu'ils ne savent même pas avec qui ils sont en conflit. Donc de venir voir leurs frères Peuls. Donc c'est là qu'il nous a dit que nous aussi, nous avons une dignité. Donc nous sommes des musulmans, nous sommes des Maliens. Pour la première fois que des gens viennent nous demander une trêve, donc nous vous donnons cette trêve. Et nous allons envoyer nos gens aussi en forêt. Essayer de sensibiliser tout le monde pour leur dire que vous avez cette trêve-là. Il ne reste pas assez de temps. Vous avez posé une question. Il faut savoir qui est en train de mener ces négociations et avec qui. Avez-vous des informations sur ça, Diawara? Alors, ce que je sais, c'est que les négociations sont en cours depuis, je crois, si je ne me trompe pas, le 4e jour après le siège. Je ne saurais vous dire nommément qui est engagé dans cet exercice, mais en tout cas, elles sont en cours. Et je pense que pour répondre à la question que vous avez posée, comment faire pour que le Mali puisse être apaisé, il faut aller dans une solution holistique. Négocier,
préparer l'armée, mais surtout aider au retour de l'État sur le terrain. Non pas en tant que puissance écrasante, mais en tant qu'État-service, pour que les populations prennent toute la conscience de l'utilité que l'État a dans leur vie et qu'ils acceptent donc de l'accompagner. Rapidement, quelques secondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec la négociation aussi, docteur Ali? Je pense qu'elle est indispensable, la négociation, mais ce qui est plus rassurant, M. Wan, le Premier ministre lui-même, lors de sa rencontre avec Le Drian, ministre français, et naturellement, il est revenu sur cette épineuse question de négociation. Ça, c'est quand même c'est à saluer. Mais surtout, ce qui est important, rappelons quand même, aucune armée n'est parvenue au bout de l'insécurité liée au terrorisme avec le seul réponse militaire. Donc je pense que l'offre du dialogue me paraît l'arme la plus redoutable pour asseoir une paix durable dans le contexte mali. Merci, Dr Ali Tunkara. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs livres sur l'insécurité au Mali, directeur du Centre d'études stratégiques sécuritaires au Sahel, CESSS. Mahamadou Diouara, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires, directeur du cabinet Gaïa. Mohamed Mamata Touré, membre de l'association Anko Mali. Le thème du grand dialogue de ce soir, insécurité au Mali, quelle analyse de la situation à Farabougou, à la régie vidéo et audio Peting Diara et Salim Diouara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.